pense que finalement, les bouddhistes sont très proches de la psychanalyse lacanienne. Il y avait d'ailleurs, il y a eu des études, Lacan a eu un contact avec les moines zen et on peut retrouver dans l'effort psychanalytique, cet effort d'interprétation, cet effort de connaissance de soi, euh, l'écoute bouddhiste de soi-même dans un temps de silence. Et euh, toutes sortes de chemins de méditation sont possibles et il n'y a pas vraiment une temporalité définie. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 5 minutes parce que tout d'un coup on a un insight qui va tout bouleverser. Et c'est ce que le professeur émérite René Barbier a appelé le flash existentiel, c'est-à-dire que à un moment donné, comme un déclic d'une caméra, toute une zone qui était dans l'ombre de notre vie apparaît de façon claire et restructure complètement notre façon de penser et de voir le monde. Donc, une vision juste, voir où l'on va. Moi, je me suis guidée par beaucoup la question du souffle, de l'inspiration, mais aussi par Carlos Castaneda, l'anthropologue. Ce chemin a-t-il du cœur ou est-ce qu'il n'a pas de cœur? C'est une question que Carlos Castaneda se pose quand il prend la voie yaqui de la connaissance. Et, et je me pose aussi la question de savoir est-ce que je suis inspirée ou est-ce que je ne suis pas inspirée? Il y a du souffle dans ce que je fais ou au contraire je me force, c'est mécanique, c'est répétitif. Est-ce qu'il y a un enthousiasme, un entrain ou au contraire est-ce qu'il y a une obligation et de là une inspiration finalement. Et c'est pour ça que la pensée ne suffit pas. Parce que la pensée ne va pas tenir compte de sa dimension pour avoir très bonne raison pour continuer dans une voie, mais ne pas avoir d'inspiration, ne pas avoir de souffle, ne pas avoir de joie, ne pas avoir de cœur dans ce chemin-là. Donc, c'est pour ça que la vision, à mon avis, va de pair avec la pensée dans cette première étape du chemin. Et on pourrait encore en discuter très longuement, parce que cela implique de se rattacher à la tradition, de ne pas être simplement cartésien, je pense donc je suis. Oui, c'est très important de penser c'est son chemin et que ce chemin soit un chemin en accord, en harmonie avec ce que nous sommes, avec ceux qui nous entourent, qui ne soit pas un chemin des extrêmes, qui ne soit pas un chemin qui agresse, qui nous agresse, et qui respecte l'intégrité physique et psychologique des personnes, etc. Bon, cette dimension rationnelle est fondamentale, cette dimension du respect du droit de chacun dans le cheminement commun, mais on ne peut pas non plus se couper de la tradition. Et c'est quand que la tradition religieuse amène, qui est la dimension contemplative, qui est la dimension du voir où on va, qui est la dimension de l'inspiration. Vous voyez pourquoi j'ai parlé des bénédictins en début de présentation, parce que la dimension contemplative, ce n'est pas simplement le terrain des moines bouddhistes, c'est le terrain, je veux dire, du laïc aussi. Le laïc contemple devant une œuvre, devant une musique, devant un paysage, et celui qui prie dans sa tradition a aussi des moments de contemplation. Le danger, et pour ça le chemin est toujours le chemin du milieu, et
et appelle à l'action juste, à la pensée juste, à la vision juste, ce sont les extrêmes qu'Aristote a très bien décrit dans Éthique à Nicomède quand il dit, par exemple, l'excès de courage, c'est l'inconscience, et en revanche, l'absence de courage, c'est la lâcheté. Donc, il faut trouver un courage qui soit précis, juste, et qui nous mène à agir de façon pondérée, avec de la phronésis, de la prudence. C'est-à-dire qu'on est toujours là dans une recherche d'équilibre, d'harmonie, de voie moyenne. À partir donc de cette pensée juste va naître une parole juste, c'est-à-dire une parole qui va être sensée et qui va amener davantage de compréhension. C'est pas une parole qui va agresser, dominer, se mettre au-dessus, en dessous, mais plutôt une parole habitée, inspirée, qui comme chez les Toltecs, serait un déclencheur d'action qui puise son orientation dans une volonté de comprendre, de se comprendre, de comprendre les autres. On se retrouve aussi très proche dans la parole juste de l'accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Hein. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que ce soit une parole qui puisse amener davantage d'harmonie pour soi et pour les autres dans le monde. Et de cette parole va découler une action qui serait juste. Donc, c'est très intéressant dans la tradition bouddhiste, qu'elle soit zen, chan, tibétaine. Il y a toutes sortes de gestes méditatifs, c'est-à-dire de gestes contemplatifs. Il y a la cérémonie du thé au Japon, les ikebana qui sont l'art de faire des bouquets. On a les mandalas au Tibet, ils sont très très minutieux et qu'ensuite ils balayent d'un revers de main symboliquement. Il y a tous les arts martiaux aussi, donc le tai chi, euh, je dirais que les voies sont multiples, le tir à l'arc et ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de possibilités de méditer par l'action. Il y a des gens qui disent: ah, mais moi je ne peux pas rester là, m'asseoir 2 minutes, ça m'énerve, je suis tendue, etc. Il y a de la méditation en marchant, et Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien qui a une communauté en France au Plume Village, il enseigne les gens à méditer en marchant. Mais on peut faire une cérémonie du thé, on peut apprendre à manier des bouquets, on peut aller faire du tai chi ou du kung fu si on est extrêmement agité. On va retrouver les principes de méditation à travers l'action juste dans toutes ces disciplines, toutes ces modalités. Donc, l'action est aussi un moment de méditation. Et lorsqu'on pose un geste, on pose une parole et on pose une pensée dans le monde. Et puis, il y a les moyens d'existence justes, c'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est toujours cette recherche d'harmonie, d'adéquation, d'éthique, de ne pas exploiter l'autre ou de ne pas se poser en situation d'être exploité, mais de vraiment être dans un échange. On pourrait dire aujourd'hui un mot très utilisé et à bon escient, équitable. Et donc, tout cela, vous voyez, amène un effort qui est consistant. Maintenant, l'effort aussi doit être un effort juste. Et c'est pas, je veux dire, il ne s'agit pas de se tuer à la tâche, il ne s'agit pas non plus de se laisser porter, mais d'avoir un effort qui, dans un des livres que j'ai lu sur le chemin à 8 branches, était enthusiastic effort, un effort enthousiaste, c'est-à-dire qu'il y avait de la joie à faire ce qu'on était en train de faire,
et l'effort était sans effort. C'est très compliqué à dire un effort sans effort, mais je vais prendre par exemple les relations de couple que tout le monde connaît parce que tout le monde est passé par là à un moment donné. Et- Parce qu'on apprend à aimer aussi, hein, je suis convaincue de cela. Euh, il y a des relations qui nous demandent quantité d'efforts et qui sont pas faciles et on se dit non, non, on est ensemble, mais je fais beaucoup d'efforts. Et puis, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble. Et est-ce que c'est cet effort-là euh, et puis, il y a des gens qui sont ensemble depuis 30 ans, puis qui disent, ben, ça a été sans effort. C'est pas vrai, ils ont fait d'énormes efforts, mais cet effort n'était pas pesant, n'était pas lourd, n'était pas sacrifiant, n'était pas décourageant. C'était un effort qui amenait davantage de joie parce qu'on était dans le chemin ou qu'on est dans le chemin qui nous convient. Donc, c'est comme ça que des gens gravissent l'Everest, le K2. Ils font d'énormes efforts, mais ils sont heureux de faire cet effort, heureux de penser, s'organiser, d'oser la respiration, le souffle, la préparation physique, la préparation mentale pour pouvoir gravir une montagne. C'est pas sans effort, mais il y a un vrai bonheur chez les alpinistes de gravir des montagnes. J'ai pu faire un petit peu d'alpinisme dans ma jeunesse et la joie du sommet, c'est quelque chose d'inouï, du silence, de la vue, de la sensation de complétude que l'on a, d'avoir dépassé certaines de ses limites et pour arriver à un objectif qui nous apporte tel bonheur de contact avec la nature. Mais tout ça, c'est progressif, suave, etc. Il ne s'agit pas de mourir en montagne ou comme marathon, l'athlète marathon, hein, de courir 40 km, d'arriver et de mourir. Donc, c'est un effort qui est aussi à trouver une voie moyenne qui puisse nous faire durer. Alors, tout cela va demander l'attention juste. Ce qu'aujourd'hui on appelle mindfulness. On a résumé un petit peu le chemin à 8 branches en disant il faut avoir la pleine conscience, il faut avoir l'attention à ce que l'on fait, le mindfulness. Donc, cette pleine conscience, cette attention juste, c'est une attention, vous voyez, à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire à quelle est notre vision, quelles sont nos pensées, comment sont nos paroles, comment sont les actes que l'on pose, l'effort que l'on fait, les moyens d'existence que l'on a. Tout cela requiert attention. Donc, c'est pour ça que ça demande du temps de méditer. Parfois, ça demande des heures, des années de cours, de tir à l'arc, d'arrangement d'ikebana. C'est parce qu'à chaque fois, on va apprendre quelque chose sur soi, sur les autres, sur ce qu'on est en train de faire, sur la façon dont on le fait, sur la façon dont on habite le moment présent, sur la façon dont on est en harmonie avec ce qui se passe, etc. Et ça demande beaucoup de concentration. C'est donc la 7e étape du chemin à 8 branches, c'est se concentrer, être, être là complètement par nos pensées, par nos paroles, par nos gestes, ou plus près du juste. Et cela aboutit en sanskrit au samadhi, c'est-à-dire à une intégration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on est, sont en harmonie, en résonance,
évidemment, bien évidemment, ce sont des états de grâce, ce sont des états impermanents, ce sont des états qui vont être déstabilisés par des événements extérieurs ou des sensations internes. On est toujours dans l'inachevé, dans la progression, dans le recommencer. Mais voilà, donc bien sûr, il y aurait toute une bibliographie par rapport à ce qui vient d'être dit, mais je vais remettre le lecteur à des maîtres d'appartenance bouddhistes pour des explications plus détaillées, parce que, je veux dire, ils peuvent choisir la voie avec laquelle ils se sentent le plus en résonance, le bouddhisme tibétain, japonais, chinois, le Chan, le Zen. Il y a un journal micro-hebdo de Lube, université bouddhiste, qui, dans un intéressant article, Les oubliés du chemin, décrit la première étape du chemin comme la compréhension juste. C'est-à-dire que la vision et la pensée que je décrivais, en fait, c'est la compréhension. Et cette compréhension est définie comme une entrée dans le courant ou l'ouverture de l'œil de la loi, voie monastique du bhikshu, de celui qui reçoit. Donc, moi, je ne suis pas moine, je suis simplement philosophe. Je me suis beaucoup intéressée à la philosophie orientale. Donc, je laisse le soin à chacun de trouver pour le chemin à 8 branches les interprétations qui conviennent le mieux. Et je pense que il y a la voie de l'expérience aussi qui est très intéressante, qui est celle de justement pratiquer la méditation. Et on en reparlera encore et encore dans des prochaines vidéos parce que le sujet est inépuisable et demande beaucoup d'approfondissement. Merci de votre attention et à très bientôt dans un prochain vidéo.